terrain ultra secret et unique en son genre. Dans une prison des déserteurs en territoire des Fishermen. Néré lui remet une tenue, qui est constituée de chromatophores. La tenue peut le camoufler pendant 1 minute et le rendre indétectable par la plupart des capteurs. Et pour communiquer, Atlana adjoint à Arthur une pieuvre, celle qui avait repéré Manta s'introduire dans l'entrepôt, qui servira de messager. Atlana la nomme Topo, acronyme de « Transmetteur océanique pluriopérationnel ». Une intelligence transgénique faite pour l'infiltration et l'espionnage. La prison est gardée par un groupe résiduel de redoutables déserteurs qui vénèrent la mort et qui ont survécu à l'assèchement du Sahara en s'abreuvant de sang. Arthur trouvera un Orme bien affaibli. Il est rationné en eau, mais n'a le droit qu'au minimum vital. Sur place, Arthur parvient à libérer Orme à l'aide de Topo et aux montures des déserteurs. Après que son corps a été recouvert de l'eau de la mer, Orme retrouva toutes ses forces. Dans l'océan, Orme emmène Arthur rencontrer son contact qui saura où se trouve Manta. Pendant ce temps, ce dernier fait brûler l'oricalque dans une ancienne raffinerie atlante dans un lieu inconnu de la surface. Orme et Arthur pénètrent dans un repère de pirates appelé la Citadelle Engloutie, construit à partir de bouts d'épaves récupérés à travers le monde. Ils sont amenés enchaînés devant Kingfish. C'est lui qui avait mis Orme en contact avec Manta. Il leur annonce que David Kane ne vend plus ses services. Il exerce désormais à son compte. Il refuse de leur dire à Arthur où se trouve Manta, car les rois de l'Atlantide ont toujours fermé les yeux sur les affaires de la citadelle. Après s'être libéré et mené un combat contre les hommes de Kingfish, Arthur l'oblige à lui révéler où se trouve Kane. Kingfish lui révèle que la rumeur mentionne une île volcanique nommée le Gouffre du Diable, dans le Pacifique Sud. Orme, Arthur et Topo arrivent dans le Gouffre du Diable. Arthur demande à Topo de revenir en Atlantide pour donner la localisation de l'île. En chemin, Orme et Arthur découvrent que l'oricalque a fait muter la faune et la flore de l'île. Pendant ce temps, Shane touche le trident noir et entrevoit l'entité maléfique. Plus tard, Orme et Arthur pénètrent au cœur du volcan et combattent les forces de Manta. Ils finissent par combattre Manta, qui parvient à leur tenir tête. Lors du combat, Orme entre en contact avec le trident noir, qui lui montre des visions de son origine. Soudain, le volcan est bombardé par les forces xébeliennes. Après que Manta se soit encore échappé, Orme révèle qu'en touchant le trident noir, il a vu le royaume perdu. Un royaume dont la mention fut effacée des chroniques juste avant le grand effondrement de l'Atlantide. Orme révèle que ce royaume se nomme Nécrus. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes au sein de l'Atlantide qui pliaient tous sous le fléau de la ville noire, un autre nom de Nécrus. Grâce à l'exploitation de l'oricalque, Nécrus était vite devenu une superpuissance sans égale. Mais au prix que les terres et les mers avaient été empoisonnées et même l'esprit du tyran qui régentait Nécrus, le propre frère d'Atlan, Cordax. Atlan l'implora de cesser d'utiliser l'oricalque avant que le monde ne soit saccagé. Mais Cordax exécrait Atlan, car il pensait que son frère voulait lui voler son pouvoir. Aussi fit-il appel à la magie noire pour forger un instrument maléfique, le trident noir. Il fit de son peuple et de lui-même des monstres afin de combattre l'Atlantide. Ce fut la guerre entre les 2 frères. Atlan finit par vaincre Cordax et il emprisonna son frère ainsi que tout Nécrus grâce à un sortilège scellé par son propre sang. Pour s'assurer que le pouvoir obscur de Cordax ne soit jamais retrouvé. Et c'est ainsi que Nécrus fut effacé des chroniques. Il a été prévu que cette force du mal reste figée dans la glace pour l'éternité. Mais David Kane l'a retrouvée et elle s'empare peu à peu de son esprit. Mera pense que même si la glace fond, Cordax ne peut être libéré, car la magie du sang le garde prisonnier et que seul Atlan peut le libérer. Soudain, Atlana lui fait remarquer que Manta n'a pas besoin d'Atlan, mais de son sang. La magie du sang n'est qu'une question d'ADN, par conséquent, la clé de la prison de Cordax est le sang de n'importe lequel des descendants d'Atlan. Arthur et Mera en déduisent que Manta va kidnapper Junior. Au même moment, dans le phare, Manta blesse Tom avec son trident et kidnappe Junior. À leur arrivée sur les lieux, Arthur et Mera trouvent le phare en feu et Tom encore en vie. Dans le vaisseau Atlante, Shane voit Manta avec Junior. Voyant que les choses vont trop loin, transfère les coordonnées de sa localisation aux Atlantes.
Après avoir reçu le signal de Shine, les Atlantes découvrent que Kordax et le royaume de Necrus sont situés en Antarctique. Mais le roi Néré fait remarquer que contre le canon sonique du vaisseau, il leur faut attaquer dans toutes les directions avec une force écrasante. Arthur suggère plutôt de brouiller l'onde sonore du vaisseau avec une autre onde de même fréquence mais juste beaucoup plus forte. Pendant ce temps, Manta et Shine observent la calotte glaciaire de l'Antarctique en train de fondre. Bien qu'elle n'ait pas encore complètement fondu, Manta repère une faille qui le conduira directement à Kordax. Manta et Shine montent chacun dans un octobo monoplace. Shine porte Junior avec lui. Dans son octobo, Manta lance un missile d'oricalque sur la faille. Arthur arrive devant le vaisseau Atlante et tandis que l'équipage s'apprête à amorcer la charge sonique, Arthur appelle des mammifères marins, qui viennent en nombre devant le vaisseau. Ces derniers se mettent à envoyer des ondes sonores sur le vaisseau qui surcharge l'arme sonique et explose, mettant ainsi le vaisseau hors d'état de nuire. Manta, Shine et Junior pénètrent dans Necrus. Arthur, Mera, Néré, le roi de Bryn et leurs forces font face à des Necrusiens. Mais le roi de Bryn demande aux autres de continuer d'avancer pendant que lui et ses hommes occupent les Necrusiens. Manta pénètre dans la salle du trône de Kordax. Il voit Kordax installé sur son trône et emprisonné dans la glace. Il demande à Shine de lui remettre Junior, mais Shine l'occupe avec une bombe pour pouvoir s'enfuir avec Junior. Cependant, Manta parvient à lui reprendre Junior, tandis qu'il s'apprête à saigner Junior. Ce dernier envoie une onde sonore à son père, qui arrive juste à temps pour empêcher Manta de tuer son fils. Arthur combat Manta et est presque tué avant que Mera n'arrive et ne le sauve. Manta lance le trident noir sur Mera, mais Orm l'attrape avant qu'il ne la frappe. L'esprit de Kordax quitte Manta pour Orm, qui se bat contre Arthur et parvient à le faire saigner, brisant le sortilège d'emprisonnement de Kordax. Arthur convainc son frère d'abandonner sa haine pour lui. C'est alors que Kordax est libéré de sa prison. Arthur lance le trident noir droit sur sa tête, mais Kordax l'intercepte. Orm remet à Arthur le trident d'Atlan. Il lance son trident en pleine ligne de mire du trident noir. Cela a pour résultat de détruire à la fois le trident noir et Kordax. Avec la destruction du trident noir, Necrus commence à s'effondrer. Manta refuse l'aide d'Arthur et se laisse tomber dans une fissure. Les Atlantes et Shine s'échappent pour se mettre en sécurité. Arthur, Mera, Junior, Néré, Orm, le roi de Bryn et Shine se réunissent sur un glacier. Arthur estime que Orm a payé sa dette. Il prévoit d'informer les Atlantes que Orm est mort à condition qu'il reste caché. Plus tard, Arthur prit contact avec les Nations Unies en tant que premier ambassadeur de l'Atlantide. Après plusieurs semaines de négociations secrètes avec les Nations Unies, les médias annoncent un premier contact avec l'Atlantide. Arthur fera une demande d'adhésion officielle pour que le royaume de l'Atlantide devienne un État membre des Nations Unies. Il devrait ensuite proposer des mesures conjointes pour inverser le changement climatique. Il arrive avec le roi Néré, le roi de Bryn et des soldats atlantes sur Ellis Island. Sur place, Arthur s'adresse aux membres des Nations Unies et au monde. Scène post-générique. Vivant incognito parmi les surfaciens, Orm suit un conseil de son frère en dégustant la nourriture surfacienne. Il se prépare à déguster un hamburger bien gras, accompagné d'une salade, de potato et d'un verre de bière. Il goûte le burger et semble circonspect par la première bouchée, puis son regard se pose sur un cafard venu se poser sur la table. Il capture l'insecte, le met dans son burger et trouve le goût intéressant. Genèse et développement. Durant le tournage de Aquaman, 2018, l'acteur Jason Momoa propose un pitch pour une éventuelle suite au président de Warner Bros. Entertainment Toby Emmerich et au producteur Peter Safran. En octobre 2018, Jason Momoa déclare vouloir être davantage impliqué dans le développement d'une possible suite. Il espère alors un tournage courant 2019. Le réalisateur James Wan déclare ensuite que plusieurs intrigues sont possibles et qu'il aimerait introduire de nouveaux royaumes sous Marin 9,10. En décembre, Toby Emmerich est confiant à la suite du résultat du premier film au box-office 11. Fin janvier 2019, Aquaman devient même l'un des plus gros succès d'un film basé sur un personnage DC Comics. Warner Bros.
négocie alors pour le retour de James Wan 12. En février 2019, le studio engage les scénaristes Noah Gardner et Aidan Fitzgerald pour écrire un spin-off du film intitulé The Trench. Ce film est envisagé sans les acteurs principaux du premier film et avec un budget plus restreint, avec James Wan et Peter Safran à la production 13. Peu après, David Leslie Johnson MC Goldrick signe pour écrire le script de la suite de Aquaman. La participation de James Wan comme réalisateur demeure alors incertaine. 14. Fin février 2019, Warner Bros. Annonce que Aquaman 2 sortira aux États-Unis le 16 décembre 2215. Peter Safran explique que l'idée est également d'enrichir l'univers avec plusieurs films à la façon de ce que James Wan a fait avec l'univers cinématographique Conjuring 16. En juillet 2019, James Wan s'engage sur le tournage de Malignan, 2021, avant de tourner Aquaman 217. Le scénariste David Leslie Johnson MC Goldrick explique en mars 2020 que le script ne sera pas adapté d'un comics en particulier mais plutôt de l'âge d'argent des comics des intrigues d'Aquaman et Black Manta 18. James Wan est confirmé comme réalisateur lors du DC Fandom virtuel organisé en août 2020. Il prévoit par ailleurs un film plus sérieux que le premier film 19. En avril 2021, Warner Bros. Et DC annonce que le spin-off intitulé The Trench n'est plus d'actualité 20. En juin 2021, James Wan annonce le titre du film, Aquaman and the Lost Kingdom 21. Attribution des rôles. En novembre 2019, Patrick Wilson déclare qu'il reprendra son rôle d'Ocean Master 22. Le mois suivant, Yahya Abdul-Mateen II confirme qu'il reprendra aussi celui de Black Manta 23. En novembre 2020, Amber Heard réfute les rumeurs de son absence du film après les accusations et les polémiques liées à sa relation avec Johnny Depp. Une pétition est même lancée sur Internet pour que l'actrice ne revienne pas endosser son rôle de Mera, en réponse à l'éviction de Johnny Depp d'une autre production de Warner Bros., Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore 24,25. En février 2021, Dolph Lundgren annonce son retour dans le rôle du roi Néré 26. En avril 2021, Pilou Asp entre en négociation pour un rôle 27. Temuera Morrison confirme ensuite son retour dans le rôle de Thomas Curry, le père du personnage principal 28. En juillet 2022, la présence de Ben Affleck, reprenant son rôle de Batman, est confirmée. L'acteur participe à des reshoots dans les Warner Bros. Studio 29,30. Il n'est cependant pas présent dans le montage final. Tournage. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Le tournage débute le 28 juin 2131 à Londres 26, sous le faux titre Necrus 32. Des reshoots ont ensuite lieu avec le retour de Ben Affleck en Batman. Ce tournage supplémentaire a lieu dans les Warner Bros. Studio de Burbank 29 dans les environs de mai 2022. Sortie. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources, janvier 2023. La mise en forme de cette section ne suit pas les recommandations de Wikipédia, janvier 2023, découvrez comment la wikifier. La sortie américaine de Aquaman et le Royaume perdu est fixée au 22 décembre 2023. Il devait initialement sortir le 17 mars 2333, mais il a été déplacé de la date de mars 2023 lorsque Warner Bros. A ajusté son calendrier de sortie en raison des impacts de Covid-19 sur la charge de travail des fournisseurs d'effets visuels 34. Box Office. Au 1er janvier 2024, Aquaman et le Royaume perdu a rapporté 81,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 173,6 millions de dollars dans d'autres territoires, pour un total mondial de 255,3 millions de dollars. Aux États-Unis et au Canada, Aquaman and the Lost Kingdom est sorti aux côtés de Migration, Anybody But You et The Iron Claw, et devrait rapporter environ 40 millions de dollars au cours de son week-end d'ouverture de 4 jours. Le film a gagné 13,7 millions de dollars le premier jour, dont 4,5 millions de dollars grâce aux avant-premières de jeudi soir. Il a ensuite eu un week-end d'ouverture traditionnel de 27,7 millions de dollars, le quatrième plus bas du DCEU et le deuxième pire des films non affectés par la pandémie de Covid-19. Il a ensuite gagné 10,6 millions de dollars le jour de Noël,
pour un total de 38,3 millions de dollars sur 4 jours. Lors de son deuxième week-end, le film a rapporté 19,5 millions de dollars, une baisse de 30%, terminant deuxième au box-office derrière Wonka. Réponse critique. Le film a reçu des critiques négatives de la part des critiques. Sur le site agrégateur d'avis Rotten Tomatoes, 35% des 184 avis critiques sont positifs, avec une note moyenne de 4,9/10. Le consensus du site web se lit comme suit: Jason Momoa reste un homme de premier plan compétent et engagé, mais même les purs et durs de DC peuvent penser qu'Aquaman et le Royaume perdu s'en tient à des eaux familières. Metacritic, qui utilise une moyenne pondérée, a attribué au film une note de 43 sur 100, basée sur 31 critiques, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Le public interrogé par CinemaScore a attribué au film une note moyenne de B, sur une échelle de A+ à F, à égalité avec Batman v Superman, Dawn of Justice et The Flash pour la note la plus basse du DCEU, tandis que Post-Track a rapporté 69% des cinéphiles lui ont donné une note positive, 50% d'entre eux déclarant qu'ils recommanderaient certainement le film. Les premières critiques, décrites comme largement négatives, ont loué l'alchimie entre Momoa et Wilson malgré la déception globale quant au contenu et à l'exécution du film. Peter Bradshaw, écrivant pour The Guardian, a donné au film une critique d'1 étoile, affirmant que, là où le premier film Aquaman avait suffisamment de problèmes, nous avons maintenant une terrible suite. Claire Lougret de The Independent, attribuant 1 étoile au film, l'a appelé « la dernière entrée dans la galerie des voyous des films de franchise sans cervelle » et « un acte d'accusation accablant contre l'héritage » du DCU. Nicolas Barbet, écrivant pour la BBC, a donné une critique de 2 étoiles, affirmant que « le seul acteur qui semble s'amuser est Momoa » et commentant le « montage brutal » du film qui « se précipite à travers tous les possibles ». Événement majeur dans un flou de montage et de voix off. David Fear de Rolling Stone a qualifié le film de « désordre tonal », poursuivi par des effets visuels allant de la « scène coupée de jeux vidéo » au « travail urgent de dernière minute », une narration compliquée mais curieusement mince et des coups de coude sans cesse agressifs. Même les plus purs et durs de DC pourraient trouver cela un peu trop gorgé d'eau à leur goût. Brian Lowry de CNN a déclaré que le film manquait du sens de la découverte et de la construction du monde qui a alimenté l'original, ajoutant que l'absence d'un ennemi d'eau douce crée différents problèmes, manquant d'éléments nouveaux pour distinguer ce film par rapport à son prédécesseur supérieur. La direction de Wan a été saluée par Alyssa Wilkinson dans le New York Times et Phil Owen dans GameSpot, Wilkinson lui attribuant la création d'un film au-delà des films de super-héros peints par numéro que nous regardons depuis des décennies maintenant. Matthew Jackson de l'AV Club lui a attribué une note B, le qualifiant de « le genre de film qui veut laisser tout ce qu'il a sur le terrain » et qui produit une cinétique, souvent dispersée, mais néanmoins divertissante. Un film popcorn qui nous donne vraiment tout ce qu'il a, et plus encore. Tara McNamara de Common Sense Media lui a attribué 3 étoiles sur 5, écrivant « Ce fantasme d'action est mieux décrit comme un amusement stupide, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous amuser, même si vous sentez les cellules du cerveau s'écouler de vos oreilles. » Arthur, avec l'aide de Mera, Orm, son demi-frère et ancien ennemi, et de nouveaux alliés, doit se lancer dans une quête pour trouver ce royaume perdu. Au cours de cette aventure, ils affrontent des créatures mythiques, décryptent des énigmes anciennes et luttent contre des ennemis redoutables. Alors que la bataille finale approche, Aquaman doit accepter pleinement son rôle de roi et leader, unissant les différents royaumes sous-marins pour combattre la menace imminente. Le film se termine par une grande bataille où Aquaman, avec l'aide de ses alliés, parvient à vaincre Black Manta et à sauver Atlantis, tout en préservant l'équilibre fragile entre la surface et les profondeurs. Le film est rempli d'action, de scènes sous-marines spectaculaires, et approfondit la mythologie d'Aquaman en explorant davantage l'histoire d'Atlantis et des autres royaumes sous-marins. Merci pour ce résumé détaillé. Voici une version légèrement plus concise. Aquaman et le royaume perdu ***, Aquaman and the Lost Kingdom, est un film américain réalisé par James Wan, sorti en 2023. C'est le 15e et dernier film de l'univers cinématographique DC, et la seconde aventure solo d'Aquaman après le film de 2018. 4 ans après être devenu roi de l'Atlantide, Arthur Curry, Aquaman, a épousé Mera, avec qui il a un fils,
Arthur Jr., partageant sa vie entre la Terre et l'océan, Arthur découvre que le rôle de roi est plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Un haut conseil d'Atlantis conteste ses décisions,